Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sujet des circuits linéaires. Ici, nous allons nous intéresser à la recherche des conditions initiales. Les méthodes que je vais vous proposer sont valables pour tous les circuits d'ordre 1 et 2, à condition qu'on soit dans le régime libre. Tout d'abord, définissons la notion de condition initiale. Elle ne s'applique qu'à l'étude des régimes transitoires et peut se voir comme le résultat d'un changement brusque de consigne aux bornes d'un circuit. Dans notre étude, ce changement aura lieu à la date t égale t0. On note t0-, l'instant qui précède le changement de condition, et t0+, l'instant juste après le changement de condition. Les cas classiques étant la fermeture ou l'ouverture d'un interrupteur à t égale t0, ce qui revient souvent à allumer ou éteindre un générateur. J'en profite d'ailleurs pour préciser que t0 n'est pas toujours égal à 0. Vous pouvez notamment avoir des circuits où les changements de commande s'enchaînent. L'exemple typique est celui d'un circuit alimenté par une tension créneau. T0 est alors un multiple de la demi-période du créneau. Les conditions initiales sont importantes car elles permettent de finaliser la résolution des équations différentielles. Pour une équation du premier ordre, il vous faut une condition initiale. Et pour un deuxième ordre, il va vous en falloir deux, souvent U et I. Pour les trouver, il faut d'abord analyser les comportements des composants, en particulier le comportement du condensateur et de la bobine, qui nous donnent des notions de continuité. Commençons par le condensateur. Il impose IC égale C d2UC sur dt, avec IC le courant qui le traverse et UC la tension à ses bornes. Pour être dérivable, UC doit être continu. Ainsi, UC de T0- est égal à UC de T0+. Petit exemple, si le condensateur était déchargé à T égale 0-, il le reste à l'instant T égale 0+, et ainsi, UC de T0 égale à 0. Regardons maintenant la bobine. UL égale L d de IL sur dt, avec IL le courant qui la traverse et UL la tension à ses bornes. IL est dérivable, donc continu. Par conséquent, nous avons IL de T0- égale IL de T0+. Attention, les résultats trouvés sur UC et IL ne disent absolument rien sur IC et UL. En effet, il n'existe pas de lien simple entre la valeur d'une fonction en un point et celle de sa dérivée. Prenons l'exemple de f de x égale 2x, qui s'annule en 0. Sa dérivée, f' de x égale 2, n'est pas du tout nulle en 0 puisqu'elle vaut 2. Ainsi, une fonction peut s'annuler sans que sa dérivée ne soit nulle. Par exemple, si uc égale 0 à t égale 0, il n'est pas dit que ic soit nul. Ic n'est probablement même pas continu. Appliquons tout cela à un premier exemple, celui de l'établissement de la tension dans un circuit RC. À t égale t0, on ferme l'interrupteur, sachant que le condensateur était initialement déchargé. Cette dernière partie de la phrase signifie qu'à t égale 0-, UC de T0- est égal à 0. Par continuité de la tension aux bornes d'un condensateur, UC de T0- égale UC de T0+, égale à 0. À t égale 0+, la loi d'Émaille s'écrit donc E égale UR plus UC, avec UC qui est nul. Ainsi, E égale UR. On en déduit alors le courant I de T0+, qui s'écrit UR de T0+, sur R, ce qui est égal à E sur R. Attention, pour t supérieur à t0, UC de t ne sera pas nul, et donc I de t ne sera pas égal à E sur R. Essayons maintenant avec un circuit à deux mailles. On considère qu'à t égale 0-, tous les courants sont nuls, et le condensateur est déchargé. Reprenons les continuités. On commence par le condensateur. UC de T0- égale 0, puisqu'il est déchargé, égale UC de T0+. Une loi d'Émaille impose alors qu'à t égale 0+, UR' plus UL égale UC, égale à 0, ce qui signifie que UR' égale moins UL. Attaquons maintenant la continuité dans la bobine. IL de T0- est égal à IL de T0+, lui aussi égal à 0, ce qui indique que UR' qui est égal à R' fois IL est nul. Et ainsi, la tension aux bornes de la bobine UL est nulle aussi. Continuons à trouver quelques valeurs initiales. La loi d'Émaille dans la grande maille donne donc E égale UR égale RI, ce qui nous permet de trouver I qui est égal à E sur R. On finit par la loi des nœuds pour déterminer les derniers courants, avec I égale IL plus IC. IL est nul, donc I égale IC. On se retrouve avec IC de T0+ égale E sur R. Conformément à ce que je vous avais annoncé précédemment, on remarque que IC n'est pas nul,
alors que UC est nul. Passons maintenant au dernier exemple avec des conditions initiales légèrement différentes. À T0, on ouvre l'interrupteur alors qu'il était fermé depuis longtemps. Cette dernière partie de phrase signifie qu'avant T0, le régime permanent était atteint. Or, en régime permanent, c'est-à-dire pour T inférieur à T0, les grandeurs électriques du circuit n'évoluent plus, ce qui veut dire que toutes les dérivées sont nulles. Ainsi, le courant dans le condensateur, IC égale C d2UC sur dt, est nul pour T inférieur à T0. Sachant que la loi des nœuds nous donne I égale IC plus I', et que IC est nul, cela signifie qu'à T inférieur à T0, I égale I', ce qui signifie que les deux résistances, R et R', sont parcourues par le même courant. Elles peuvent donc être vues comme en série, ce qui nous permet d'utiliser le pont diviseur de tension entre UR et UR'. On obtient alors directement la tension aux bornes de UR', qui est égale à R' sur R plus R' fois E. Comme le condensateur et la résistance R' sont en parallèle, UC égale UR'. On trouve alors directement la tension aux bornes du condensateur, UC, en régime permanent, et donc aussi pour T égale T0-. Par continuité de la tension aux bornes d'un condensateur, on en déduit notre condition initiale, UC de T0+, qui est égale à R'E sur R plus R'. Petite note d'observation ici. On remarque que la tension aux bornes d'un condensateur qui est chargé n'est pas forcément égale à la tension du générateur qui sert à le charger. Récapitulons la méthode que nous avons utilisée sur ces trois exemples. Première étape, trouver toutes les informations possibles sur les courants et les tensions dans le régime qui précède notre changement de condition, c'est-à-dire à T0-. Deuxième étape, on utilise les relations de continuité pour faire le lien entre la dynamique de T0- et de T0+. Dernière étape, on termine par calculer toutes les autres grandeurs à T0+, à partir des résultats de la deuxième étape. Cette méthode est efficace pour tous les circuits linéaires d'ordre 1 ou 2. Vous avez maintenant toutes les clés pour pouvoir l'appliquer à d'autres exemples. Je vais donc clore ma vidéo et vous dire à bientôt sur Coup de pouce.